Voilà, je pense qu'en principe, une بداو. Voilà, Ok, donc bienvenue tout le monde. Je me présente, Ousmane, donc Marwa, je serai le host d'aujourd'hui, Inch'Allah, chargé des relations externes du club Google Developer Student Club de l'USTHB. Et voilà, je laisse la parole le speaker. Allez-y. voilà, donc salam alaikum. Donc, je vais présenter aujourd'hui un sujet important par rapport au video streaming et c'est pas vidéoconférence, c'est visioconférence. Ok, visioconférence. Donc, euh, attendez, je vais entrer, sortir. Donc, ça, c'est un sujet important parce que de plus en plus, je vois des gens qui sont intéressés par, par ce sujet-là. Et donc, je voulais en fait échanger un peu d'expérience sur ce sujet-là et donner le plus d'informations possible. Voilà. Donc, je vais commencer la présentation. Donc, juste une seconde et je vais commencer. Donc, voilà. Donc, on va commencer la présentation. Donc, vous m'entendez très bien? Il n'y a pas de problème? Est-ce que vous En m'entendez? principe, ça va, très bien. Ok, ok. Donc, s'il n'y a pas de coupure, on va prendre. Donc, on peut commencer. Voilà. Donc, une petite présentation personnelle. Donc, je me présente, c'est Tariq Zakaria Benmera. J'ai une doctorat on va dire, dans le domaine du cloud computing. Je suis ingénieur en informatique de formation, mais maintenant, j'enseigne au département automatique, la faculté de génie électrique. Et j'assure plusieurs modules, microprocesseurs, bus de communication. Donc, c'est des réseaux industriels, normes et protocoles avec les télécoms. Donc, il y a pas mal de sujets que j'aborde. Je suis très passionné par tout ce qui est réseau, mais côté applicatif, donc la programmation réseau. Et donc, ça fait partie de ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais présenter. Ça fait partie de ces aspects-là. Depuis 2013, je travaille en remote avec TopTal. Et depuis 2011, je travaille sur un projet d'entrepreneuriat avec Asigna. L'objectif, c'est de développer et de faire du consulting, de développer des solutions pour tout ce qui est cloud, web, IoT, etc. Euh, ça, ça reste un défi très, c'est-à-dire c'est un grand défi du fait que c'est difficile de faire de l'innovation en Algérie, du fait de l'écosystème économique, mais c'est un projet en cours et je tiens c'est-à-dire à le mettre en concret. Voilà, mais on va dire que maintenant, avec toute cette expérience-là en recherche et, euh, et en développement, donc j'essaie de développer des solutions sur ça. Voilà. Donc, pour ce sujet aujourd'hui, en fait, il y a deux exemples de projets auxquels j'ai participé. Le plus notable, c'est celui de Remote Surveys. Donc, c'est une startup, c'est à travers Total que j'ai pu travailler sur ce plan. Donc, c'est une startup norvégienne. Son objectif, c'est de permettre le suivi des opérations maritimes à distance. Et donc, l'objectif pour ceux qui sont sur terrain, d'avoir une vue très précise sur ce qui se passe sous l'eau. Okay. Donc, il y a des gens qui sont sur bateau, mais il y a des gens euh, qui participent à l'opération à partir de la côte. Okay. Et donc, cette solution permet de simplifier ça. Il y a plusieurs entreprises qui ont essayé cette solution. Par exemple, il y a un KT, qui est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est câblage maritime, etc. Et d'autres quelques entreprises qui ont essayé cette solution.
Voilà, et j'ai acquis beaucoup d'expérience à travers ce projet-là. Et il y avait aussi un petit projet où j'ai participé pendant un mois. On n'a pas vraiment concrétisé jusqu'au bout. C'est Facebook Hacker Academy. C'est plus un projet interne à Facebook pour les employés. Et l'objectif, c'était de créer un environnement VR en réalité virtuelle dans lequel les employés peuvent participer à des conférences virtuelles avec un stream en vidéo. Et voilà, j'ai participé un peu sur la partie stream. Voilà. Et avant ça, en fait, ce qui m'a permis c'est marrant de dire ça. Donc, comment on peut partir de ça? C'est en fait deux points importants, en fait. Le premier, c'était que j'enseignais VoIP à l'université et j'ai en profité de cette occasion d'enseigner le TP, d'approfondir sur le sujet et de proposer un PFE sur ce sujet-là. Et c'est parti à partir de là, j'ai participé à ces projets-là et je continue à approfondir, à faire des expériences. Donc, voilà, si on maîtrise le sujet, on peut faire des choses très intéressantes. Voilà. Donc, si vous remarquez, je parle de deux types de systèmes. Je parle de vidéo streaming et je parle de visioconférence. Et c'est important de faire la différence, ok? Parce il faut connaître les exigences de l'application qu'on veut faire. Si vous avez, parce que il y a une des solutions qui est plus simple que l'autre. Donc, s'il y a une possibilité de simplifier ou de voir que le modèle il ressemble à la situation la plus simple, donc on peut l'exploiter. Donc, le video streaming, c'est comme le streaming qu'on voit pour Twitch, pour Facebook Live, YouTube Live. Donc, on a un seul qui stream et une distribution à plusieurs clients. Et c'est plus simple en place. Donc, les solutions sont plus simples. Il y a des solutions cloud et à optimiser. Okay. Il y a l'aspect conférence qui doivent être plus interactifs parce qu'on parle avec les gens. Donc, il ne doit pas y avoir de latence entre les intervenants. Et donc, le modèle est plusieurs envers plusieurs. C'est très complexe parce qu'il y a un aspect réseau, aspect programmation et l'optimisation est aussi complexe. Donc ça entre dans tout ce qu'on maintenant ce qu'on utilise maintenant c'est Google Meet qui exploite une des technologies utilisées la seule en fait pour la visioconférence sur les navigateurs web qui est WebRTC. Et c'est très complexe. Il y a beaucoup d'aspects. Donc je vais quelques points importants pour la mise en place d'une visioconférence. Voilà. Donc, le premier aspect important pour les deux, que ce soit pour la visioconférence ou pour le vidéo streaming, c'est le flux média. Il y a différents aspects il y a un aspect de stockage et de transmission, on va dire, il y a un aspect d'encodage. Donc, il faut savoir qui existe, VP8, AVC ou H264, 264, ça c'est les deux, VP8 et AVC, c'est des codecs vidéo. Il y a VP9 au plus pour tout ce qui est son. Et ces codecs, on peut les paramétrer. C'est pas juste les utiliser. Il faut les paramétrer, les optimiser. Donc, il y a un aspect sur le choix de ces codecs-là. Il y a les formats de conteneurs. Donc, si vous avez, c'est plus pour la video streaming. Donc, parce que dans le video streaming, généralement, on a un début, une fin, une timeline du stream. Ok, c'est ordonné. Alors que pour la visioconférence, on peut avoir des coupures, et il n'y a pas un aspect de temps. En fait, l'objectif, c'est d'envoyer des paquets de quelques millisecondes. On va parler de paquetisation. Donc, pour les formats de conteneurs, on a un ensemble de codecs pour
la vidéo et audio. Euh, la question, c'est comment euh, on stocke ce, ce, cette donnée. On va la supposer ordonnée, donc elle a un début et une fin avec des timestamps, c'est-à-dire des estampillés de temps. Et donc, on a ici ISO-BMF, donc pour tout ce qui est MP4, 3GP et d'autres types de conteneurs. Donc, pour la vie, MPG, MKV, MPEG-2TS. Donc, il ne faut pas confondre un MP4, qui est son objectif, c'est comment on stocke la donnée média, et MPEG-4, qui est le codec. Okay? Donc, ça, c'est tout ce qui est le format de données et comment on stocke la donnée, généralement dans un fichier. Mais on peut streamer à partir de ce fichier ou définir une structure qu'on permet d'envoyer au client. Okay? Bien sûr, dans un environnement où il n'y a pas de perte. Okay? Il y a la paquetisation. Ça, c'est plus pour la visioconférence. Donc, l'objectif dans la visioconférence, c'est qu'on envoie le média avec des paquets de quelques millisecondes. Parce que l'objectif, c'est vraiment d'optimiser la latence. Okay? Et donc, la paquetisation, c'est comment on prend les codecs et on les met dans des paquets. Généralement, c'est un paquet RTP. Okay? Donc, il y a tout un aspect, une standardisation pour cela. Et généralement, quand on va manipuler ce flux média, on a un ensemble d'outils qu'on utilise. Okay? Il y a MP4Box, FFmpeg, GStreamer. Ça, c'est les principes. Généralement, c'est FFmpeg qu'on utilise. Donc, ça nous permet de vertir, de passer d'un protocole à un autre. Donc, on utilise généralement ces outils-là. MP4Box pour tout ce qui est containerisation pour ces formats de données. Donc, c'est important de maîtriser ces outils-là. Ils sont très utiles. Donc, on commence par le video streaming. Donc, on a un vers plusieurs avec une latence de quelques secondes. Donc, une latence qui est acceptable quand on visionne un streamer. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le serveur de stream, okay, qui reçoit le flux d'un dispositif média. Okay? Donc, le dispositif média, il va envoyer le stream vers un serveur. Okay? Après, ce serveur-là, il va faire quoi? Il va encoder et segmenter. Donc, quand on reçoit le flux média, on le reçoit en des petits segments. Okay? Quand vous regardez sur YouTube, vous ne voyez pas ce qui se passe sur le réseau, mais si vous prenez un navigateur et vous observez ce qui se passe au niveau réseau, donc on va observer qu'on a des réceptions en des segments à partir des temps précis de CO. Okay? Quand vous revenez en arrière, okay? Donc vous n'allez pas télécharger toute la vidéo, vous allez recevoir des segments de quelques secondes. Okay? Et donc, le serveur, après la segmentation, il va la distribuer. Et là, il y aura plusieurs façons de recevoir de recevoir ces médias qui sont distribués. Donc, on utilise généralement le HTTP, mais on peut utiliser d'autres protocoles, mais il y a un ensemble de formats qui sont utilisés. OK? Donc, maintenant, généralement, du diffuseur, donc du streamer vers le serveur, on utilise le protocole RTMP. C'est le protocole le plus utilisé pour diffuser le stream. Et donc ça, c'est un protocole propriétaire développé par Adobe et permet la diffusion de flux en streaming. Okay? Donc généralement, parce qu'il y a plusieurs façons d'utiliser, mais généralement c'est entre le dispositif qui diffuse, donc le streamer, et le serveur de stream. Et le protocole, vous remarquez, il utilise le TCP. Le TCP, il a plus de latence que
que le UDP, mais on reste dans une latence moins de quelques secondes, voilà. Donc ça entre dans des exigences acceptables par rapport à la latence qu'on veut avoir. Ok. À l'inverse, pour la visioconférence, généralement on utilise le UDP. Donc si vous voyez maintenant, si vous utilisez YouTube Live, si vous utilisez Facebook Live, si vous utilisez Twitch Live, tous ces services, ils utilisent le protocole RTMP. Donc, quand vous allez configurer votre stream, un lien en RTMP. OK? Et j'ai fait le doublé là. Et généralement, si vous voulez, si vous avez un serveur de stream, OK? Et vous voulez streamer vers votre serveur, généralement on utilise OBS, qui est très intéressant, très utilisé par les streamers et utilise le stream avec RTMP. Mais il n'y a pas que ça. Donc il y a d'autres façons de faire. Si vous voulez par exemple envoyer un stream d'un navigateur, il y a d'autres techniques qu'on peut utiliser. Mais généralement, on utilise OBS. C'est très simple et on peut tester pas mal de façons. Okay. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de savoir pour la distribution, c'est qu'il y a ce qu'on appelle adaptative bitrate. Donc, l'objectif, c'est que on puisse donner le choix est de s'adapter automatiquement. Si vous avez une connexion très lente, si votre CPU ne permet pas de traiter convenablement le flux, on va proposer plusieurs résolutions, donc plusieurs débits possibles. OK? Donc, c'est pour ça. Donc, ça, c'est un exemple sur YouTube. Mais c'est un aspect que vous allez gérer dans votre serveur. Vous allez choisir quel type d'encodage, quel type de résolution vous allez offrir pour vos clients. OK? Et pour la distribution, OK? Donc, il y en a plusieurs. À droite, ça, c'est un projet c'est un truc sur GitHub que j'ai fait. Ça, c'est pour le troisième cas. WebSocket à travers le MSI, Media Source Extensions. Donc, c'est un aspect qu'on a rajouté au navigateur web qui permet de recevoir, c'est-à-dire de programmer nous-mêmes la réception d'un flux média. Mais à part ça, généralement, on va parler de HLS, Apple, HTTP Live Streaming et Dash. Donc, toutes les solutions que vous allez utiliser sur la cloud que je vais présenter ou dans votre serveur, ils utilisent principalement ces deux. Vous pouvez customiser, utiliser ce que vous voulez. Par exemple, ici, c'est un projet où j'ai pu exploiter d'autres techniques, mais il y en a plusieurs choix. Mais ces deux, ils utilisent le HTTP. Le dernier, si vous voulez customiser, ça utilise WebSocket. OK? Mais il y a de la programmation qu'il faut faire au côté JavaScript. Pour les solutions, principalement, si vous ne voulez pas vous allez payer il y a un aspect trial pour les tests, etc. Si vous voulez simplifier le travail, okay, vous pouvez utiliser Woza. Woza, c'est parmi les solutions cloud qui sont les plus utilisées. Et donc, ça vous permet de créer votre stream et votre système de distribution avec des choix différents. Vous allez adapter selon le prix que vous allez payer. Voilà, ça vous donne un certain nombre de choix. Donc, ça, Woza, si vous voulez commencer à tester, il faut commencer ici avec Woza. Maintenant, si vous voulez faire votre propre serveur, généralement, on va s'orienter vers un Nginx RTMP. Donc, vous allez avoir le côté RTMP pour envoyer votre stream, logiquement, et après, vous allez distribuer à travers HLS et Dash. Les deux protocoles qui sont disponibles. Et c'est la solution la plus utilisée. Nginx, c'est l'équivalent de Apache.
qui est un serveur web, Nginx c'est un autre serveur web, très léger, très optimal, avec beaucoup de modules. Ça, c'est un module que vous pouvez intégrer pour faire du RTMP. Voilà. J'espère que le son est bien, que vous m'entendez très bien. Oui, pour l'instant, Ouais. ça va. Très Ok. bien, parfait. Ouais, parce que si je n'entends rien, je peux me dire que j'ai perdu la connexion. Voilà. Non, non, s'il y a un problème ou là, je dirais. Ok. Ok. Donc après, donc ça, vous avez un petit aperçu euh, de tout ce qui est video streaming. Après, à la visioconférence, là, on aura euh, vers plusieurs, mais avec, en plus de ça, donc vous allez gérer une connexion entre plusieurs intervenants. Vous pouvez avoir un exemple simple de 1 à 1. Vous allez avoir beaucoup de tutos sur ça. Mais le plus complexe, c'est vraiment de gérer plusieurs intervenants, comme dans notre exemple de Google Meet. Et pour l'instant, on utilise WebRTC pour c'est la seule solution pour gérer ça. Et donc, on a plusieurs modèles. Comme j'ai dit, il y a le peer-to-peer qui est simple. Vous pouvez le mettre en place de façon très simple si vous utilisez un réseau local, parce qu'il y a des complications par rapport au NAT. NAT, c'est ceux qui ont fait réseau, c'est Address Translations. Donc, il y a des complexités par rapport à ça. Je vais l'expliquer. Ou on a la solution centralisée. Ce sera type Zoom, Google Meet. Donc, il y a un serveur qui va gérer le flux. Donc, vous allez envoyer le flux au serveur et le serveur, il va le distribuer aux autres intervenants. Donc, ça permet de, euh, de limiter la bande passante et de laisser le serveur gérer le tout. Okay. Donc, de ça, on a donc plusieurs topologies. Soit le plus simple, ce sera d'un intervenant à l'autre. Donc, c'est comme quand vous faites un appel téléphonique. Ok, ça sera direct. Euh, il y a four-way call. Donc, chacun crée une connexion peer-to-peer. Donc, ça sera très gourmand par rapport à la bande passante, par rapport à la gestion de la connexion. Donc, chacun doit créer une connexion avec d'autres. Ok. On peut aussi élire un des intervenants comme serveur. Donc, c'est lui qui va redistribuer aux autres ou la solution centralisée. Mais généralement, on aura soit celle à gauche, c'est two-way call, et ça. Ça, c'est les solutions, euh, les principes, donc les solutions qu'on va les retrouver dans la pratique. Pour les autres, c'est qu'on peut-être vous allez faire une sorte de protocole à la Rent ou un truc vraiment qui sort du lot. Donc, on parlera pas de solution vraiment commerciale. Mais généralement, on aura ces deux types de solutions. Donc, ça, ce qui concerne les topologies. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que WebRTC, il n'existe, c'est-à-dire les gens, ils vont dire, voilà, je vais développer WebRTC avec JavaScript, etc. Mais concrètement, WebRTC, c'est vraiment un ensemble de protocoles qui existent déjà. OK? Et donc, ces protocoles-là, on va les partager en deux. Donc, on a d'un côté, OK, la partie signalisation que je vais expliquer. La signalisation, c'est la préparation. Donc, avant de commencer, euh, c'est-à-dire ici, si je prends l'exemple de Google Meet, avant de commencer à échanger le flux média, je dois préparer la session. OK? Et là, on a plusieurs types de protocoles. OK? Les plus connus dans la VoIP, le plus connu, c'est SIP, qui est utilisé. Dans WebRTC, on spécifie pas un protocole de signalisation. C'est aux développeurs d'utiliser un protocole particulier.
soit il exploite ce qui existe, par exemple SIP ou XAMPP ici, mais tous les protocoles, ils utilisent SDP pour décrire la session, expliquer comment. Et bien sûr, comment on envoie ces informations à travers le navigateur web, il y en a plusieurs. WebSocket, SSE, XHR, mais principalement. Oui, Je me permets de vous couper 2 minutes. Il y a une question de Abdelrahim qui vous demande, oui. quand vous avez parlé de NAT, est-ce qu'on peut régler ce problème by forwarding traffic to specific client? En fait, il y a je vais expliquer, il y en a en fait des, euh, des protocoles existants pour gérer ça. En fait, le défi quand on parle de NAT ici, c'est comment, parce que au début, on va créer notre session. OK? Maintenant, le défi, c'est comment chacun des parties, maintenant, par exemple, je suis chez moi, OK? Et chacun d'entre vous, il est dans sa maison. Tous les participants de cette réunion, ils sont derrière un NAT. La difficulté, c'est comment je peux recevoir vos flux. Et là, WebRTC, il propose un ensemble de solutions se basant sur le ICE. Donc, ce n'est pas un aspect réseau que vous allez régler sur un routeur, OK? Parce que c'est pas un réseau qui est fixe. Parce que quand vous allez utiliser WebRTC, vous êtes à l'université, vous êtes à la maison, donc il n'y a pas une topologie réseau ou un routeur à régler. Ce n'est pas ce qui était avant pour la VoIP. Pour la VoIP, vous devez créer votre réseau, configurer vos routeurs, etc. Maintenant, non, c'est une session VoIP à la volée. Et là, il y a des protocoles qui permettent de régler ça de façon dynamique. Donc, il ne faut pas voir dans un aspect purement réseau, c'est-à-dire routeur, etc. OK? C'est important. Donc, il n'y a aucun dispositif réseau qui va être impliqué à part un serveur. Il n'y aura pas de routeur qui va intervenir euh, dans ce procédé. OK? Donc, je reviens. Donc, il y a la signalisation. Ça permet d'initialiser, de commencer la session ou la mettre comment dirais-je, la mettre à jour. Je vais vous expliquer comment. Il y a le SDP qu'on va utiliser. On va euh, envoyer ça à travers ces protocoles. Tous ces protocoles-là, ils vont utiliser HTTP et TLS, donc ils vont être sécurisés généralement. Et voilà. Et la deuxième aspect, c'est Mediapath. C'est à l'étape où on va recevoir le flux. C'est-à-dire comment on va recevoir le flux média et comment on doit s'adapter. C'est-à-dire, si j'ai une connexion lente, je dois réduire la qualité. Okay? Il y a deux aspects. Donc, ne regardez pas SCTP parce que c'est un deuxième aspect de WebRTC. On va se concentrer sur le flux média. Donc, on a un codec que j'ai mentionné. Il y a le RTP. Le RTP, c'est le paquet qui va contenir la vidéo et l'audio comme des flux séparés. Il y a RTCP. RTCP, c'est le protocole qui va permettre d'échanger des informations sur la qualité. Combien de paquets j'ai perdu, est-ce qu'il y a une latence, et ça permet à l'autre partie d'adapter. Si je vois que mon intervenant ne reçoit pas convenablement mon flux média, je vais réduire la qualité. Okay? Tout ça, il va se baser sur DTLS. C'est quoi DTLS? C'est TLS qui est utilisé pour la sécurité, mais adapté pour le UDP. OK? Donc ici, c'est TLS adapté au TCP, DTLS pour adapté pour le UDP. Et on a ici ICE, Stern et Turn, ils vont gérer tout ce qui est NAT. OK? Les aspects NAT, ils vont être là. Et on a UDP, voilà. OK? Et d'un point de vue JavaScript, on va pas voir Data Channel qui va gérer un autre aspect, mais ce sera cette classe-là dans JavaScript, vous allez utiliser qui va gérer le RTP
et tout ce qui s'ensuit après. Et bien sûr, ce sera la même chose ici, donc tout ce qui est signalisation. Voilà. Donc ça, c'est des protocoles qui existent et ils ont été réexploités pour WebRTC. OK? Donc la première partie, c'est la signalisation. OK? Il y a deux aspects de la signalisation. OK? Et je vais vous donner un exemple concret. OK? Quand je vais entrer dans un Meet, une réunion Google Meet, je dois procéder à une signalisation. Maintenant, dans le cas de Google Meet, cette signalisation, ce sera entre moi et le serveur de Google Meet. Et on doit s'échanger des informations sur mon réseau, sur des aspects réseau, et on va échanger des informations sur les codecs. C'est-à-dire quels sont les codecs que je peux reconnaître et prendre en charge, ok, pour que je puisse comprendre le flux média et l'afficher, ok. Mais en même temps, quand j'entre dans une réunion Google Meet, tous les participants, ils doivent avoir leur session mise à jour. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau flux qui entre en jeu. Mon flux, parce que vous allez tous le recevoir maintenant, ah ben vous devez, chacun d'entre vous doivent mettre à jour ces informations-là. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est difficile de faire de la visioconférence. Parce qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a des intervenants qui vont se déconnecter. Il y a des gens qui vont entrer. Il y a des gens qui vont allumer la caméra, l'éteindre, faire un mute, etc. Et donc, côté serveur, vous devez programmer tout ça. Et bien sûr, côté client, s'adapter par rapport à ça. OK? Partager l'écran, réduire, etc. Il y aura pour certains un changement au niveau du SDP. Là. Parce que si, par exemple, je suis dans cette réunion, OK, je vais recevoir du flux de n'importe quel participant. Donc, je dois dire, donc je dois recevoir du serveur, il y en a cinq flux, par exemple. 5 flux, par exemple, qui vont correspondre à cinq participants. OK? Si vous avez audio-vidéo, 10 flux pour l'audio et pour la vidéo. OK? Mais moi, je vais envoyer, donc, dans cette session en cours, je vais envoyer que un flux vidéo. OK? Et bien sûr, il y aura l'aspect réseau. L'aspect réseau, c'est comment on va se connecter. OK? Et là, maintenant, si là où il y a l'aspect NAT, je vais pas l'expliquer ici, mais on va parler de ça. La partie, vous devez indiquer comment je vais me connecter. OK? Et vous devez prendre en compte que vous êtes dans un environnement Internet. Je vais pas vous envoyer mon adresse locale en 196, je sais pas quoi. Mon adresse locale, je dois vous donner au minimum une adresse sur Internet avec laquelle je peux recevoir du flux média ou voilà de votre flux des adresses Internet. Ok. Donc il y a des aspects très complexes par rapport à l'initialisation de la session et sa mise à jour. Ok. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle un aspect offre et réponse. Toujours bon pour WebRTC, la mise en place d'une session, c'est en offre et réponse. Donc, il y a toujours deux parties impliquées. Soit c'est du peer-to-peer, OK, moi, notre participant, soit ça sera moi avec le serveur. Mais toujours, il y a deux participants dans cette signalisation. Donc, les informations échangées, je rappelle, donc il y a des informations sur le réseau. Et si vous voyez ici une adresse IP statique, mais ça ne sera pas le cas pour WebRTC. Généralement, il y aura, comme on a dit, un aspect NAT et on va expliquer comment ça se règle. Et bien sûr, ces informations-là, je peux les envoyer à travers WebSocket, mais il y a la possibilité d'avoir une interopérabilité avec d'autres types de signalisation existantes, d'autres protocoles. Donc, si vous avez, par exemple, un téléphone IP, ok, il y a
je puisse vous contacter, même si vous êtes vous n'êtes pas sur un navigateur, mais vous êtes sur un téléphone VoIP. Ok. Et là, on utilise le site. Voilà. Non, je vais revenir en arrière. Voilà. Maintenant, il y a l'aspect signalisation. Et là, je vais vous expliquer le problème. Donc, comme je vous ai dit, donc moi, la personne A, hein, je suis à la maison et je suis derrière le NAT d'Algérie Télécom ou Ooredoo ou n'importe quel ISP. Vous êtes aussi derrière un NAT, ok? Donc, vous êtes dans un réseau privé, donc il y a pas donc il y a la difficulté comment on va traverser le NAT, ok? Comment on va traverser le NAT, ok? Donc, il y a donc la connexion, on a plusieurs façons d'établir une connexion. Si on est dans le même réseau local, ok, on est, on va dire, je vais faire euh, une session, je vais faire une visioconférence avec une personne à la maison. Dans ce cas-là, ce sera une connectivité directe. On va utiliser directement des adresses IP et on va avoir une connectivité directe. Okay. Maintenant, il y a NAT, il y a deux solutions. Okay. La solution qui n'est pas complexe, mais si le NAT le permet, ça sera Stun. C'est quoi l'objectif de Stun? Okay. Et là, vous devez le comprendre. Okay. L'objectif de Stun, okay, c'est de découvrir votre adresse IP publique. Okay. Il y a votre adresse IP locale, on n'a pas besoin. Elle n'est pas pour faire l'Internet, what IP address. C'est que vous allez découvrir votre adresse IP qui va changer à chaque fois parce que c'est une adresse IP dynamique sur Internet. Et donc, Stun, il va découvrir cette adresse-là, il va vous la donner. OK? Donc, vous allez dire au Stun, quelle est mon adresse IP sur Internet? Il va vous dire, voici votre adresse IP sur Internet. Et à partir du moment où vous avez cette adresse-là sur Internet, OK, je reviens en arrière, vous pouvez la communiquer à l'autre intervenant. OK? Donc, puisqu'on est dernier à NAT, il faut impérativement on a une adresse dynamique qui change à chaque fois. OK? Et cette adresse IP, le serveur Stun, il va vous la communiquer. Et donc, vous pouvez, après la découverte, vous pouvez la communiquer à l'autre paire et vice-versa. Et donc, vous allez utiliser ces adresses IP publiques pour envoyer le flux. Donc, vous allez envoyer vers cette adresse IP publique. Elle va toucher le NAT va la retraduire et va vers une adresse privée. Maintenant, le problème qui peut se poser, c'est que le serveur NAT, il va bloquer ça. Il va pas permettre. J'ai eu ce problème-là. Parfois, ça fonctionnait et parfois, ça a bloqué. OK? Donc, généralement, ce qu'on va utiliser, on va utiliser un serveur turn. C'est comme un point de rendez-vous. OK? Vous allez vous connecter à ce serveur-là, tous les deux, et ce serveur-là va être un intermédiaire entre vous deux. OK? Et dans ce cas-là, vous devez investir dans une solution serveur. Il y a un problème? Pardon, monsieur. Non, il y a juste une question de Tania. Elle demande, est-ce que c'est valable aussi pour le PAT? Est-ce que c'est valable pour? Est-ce que c'est valable? La question plus tard. Attendez, parce que je suis sur navigation. Je vais revenir. À 43, il est... Attendez. Okay. Est-ce que c'est valable? Je ne connais pas c'est quoi le PAT. Port Address Translation or something. Je présume que c'est oui, mais en fait, le problème, c'est que il faut pas voir d'un point de vue network. Ok. Le NAT, c'est ce qu'on configure habituellement avec un ESP, un Internet Service Provider. Donc, on parle généralement, quand on parle de NAT ici, c'est le NAT d'un ESP. Ok.
Donc, je suppose que ça peut marcher. OK? Pourquoi? Parce que il doit être transparent. OK? Donc, l'objectif, c'est que si vous donnez une adresse publique, est-ce que automatiquement, vous allez avoir une interprétation dynamique, transparente, OK? Automatique. Donc, cet aspect-là, je pense qu'il peut fonctionner. Mais bien sûr, c'est-à-dire, ça va concerner tout ce qui est network du provider. En tant que développeur de solutions WebRTC, c'est un aspect que vous n'allez pas voir. Donc, l'objectif, c'est vraiment que ces techniques, on va dire, ils vont pas interférer avec votre application WebRTC. C'est un aspect que vous ne contrôlez pas en tant que développeur. Okay? C'est un aspect que vous ne contrôlez pas en tant que développeur. C'est pour ça que je dis toujours, par rapport à ces applications, par rapport à ce qui existe pour la VoIP, si vous faites la VoIP classique, vous avez un contrôle sur le réseau. Vous avez un contrôle sur le routeur. Donc, vous pouvez décider que le flux VoIP il peut passer à travers le NAT. Mais dans notre cas, ce n'est pas le cas. OK? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas contrôler l'infrastructure réseau de votre provider. Donc, la question, c'est comment on peut pallier ça. Et là, on retrouve Stun et Turn, qui sont les solutions qui existent maintenant pour WebRTC. Et donc, j'avais fait un PFE l'année dernière. On avait implémenté un serveur avec QTurn, qui est une solution de serveur Turn. Okay? Voilà. Et bien sûr, il y a l'aspect flux média. Vous n'allez pas généralement le manipuler, à part côté serveur. OK? Et ce sera les paquets RTP, on a dit pour le flux audio et vidéo. Et il y a RTCP, donc tout ce qui est, on va dire, pas qualité de service, mais échange de statistiques sur le flux. Il va permettre d'adapter le flux. OK? Voilà. Et bien sûr, pourquoi c'est important de connaître ça? Parce que quand vous allez faire votre application, ça c'est un outil de diagnostic WebRTC, vous devez comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des pertes de paquets? Est-ce qu'il y a eu une erreur de connexion? Donc, vous devez maîtriser tous ces aspects réseau quand vous allez développer votre application. Même si vous utilisez JavaScript, vous devez maîtriser ces aspects. Est-ce qu'il y a un flux qui n'a pas été mis à jour? Je sais pas, vous allez faire une solution à la Google Meet et vous faites l'initialisation de session, mais bon, le flux caméra n'apparaît pas. Donc, il y a un problème dans votre SDP, vous allez diagnostiquer, vous allez reprogrammer, etc. Donc, c'est important de comprendre l'aspect réseau pour pouvoir diagnostiquer après. OK? Et là, c'est-à-dire, on va arriver aux solutions centralisées. OK? J'ai oublié de parler de la solution cloud ici dans le diapo, mais généralement, il y a Twilio, Twilio, qui est une solution, c'est la solution la plus utilisée pour la partie cloud. OK? Maintenant, si vous allez héberger, il y a aussi Jitsi qui offre une solution cloud, mais ça, c'est un ensemble de solutions qui existent. Pour certains, on fait de la configuration, c'est-à-dire vous avez des fichiers de configuration que vous allez faire, mais d'autres, c'est une préférence pour moi et je veux maîtriser cet aspect-là, c'est on crée le serveur à travers une pure programmation. Par exemple, Mediasoap, c'est une solution en Node.js pour faire un serveur WebRTC. Vous allez coder ça sur JavaScript, mais côté serveur, avec Node.js. Si vous arrivez à cet aspect serveur, bien sûr, vous devez maîtriser tout cet aspect réseau. Vous devez le maîtriser. Voilà. Après, si on regarde des aspects un peu plus avancés, il y aura des aspects, si vous parlez de Google Meet, de Zoom, etc.,
et ils vont gérer des aspects vraiment avancés par rapport à une solution que vous allez implémenter très simple. Euh, Premier aspect, c'est la connectivité Edge, c'est-à-dire il n'y a pas un serveur, vous n'allez pas connecter à un serveur, on va dire on va dire un serveur au Canada. Bon, comment je vais expliquer? Supposons qu'on ait trois intervenants, un qui se connecte à partir de l'Algérie et un qui va se connecter, on va dire, du Japon, et un autre du Canada, par exemple. Chacun d'entre vous, ils vont pas se connecter sur un serveur, au même serveur. Vous allez utiliser un serveur Edge. C'est-à-dire, moi, en Algérie, je vais me connecter sur un serveur européen. L'autre, il va se connecter sur un serveur au Japon et l'autre sur un serveur au Canada. Et ce qui fait, c'est que à partir de cette connexion, à partir du serveur Edge, ils sont dans un environnement, on va dire, du type data center, et ils vont avoir, c'est-à-dire ils vont garantir une meilleure latence. OK? Donc, même, on va dire, si vous utilisez même, par exemple, si vous utilisez des jeux en ligne, je sais pas, type CSGO ou, on va dire, Dota 2 et les autres, ils utilisent la même technique. Ils utilisent des serveurs Edge. Donc, vous allez vous connecter au serveur Edge et ce serveur Edge, il va se connecter sur le serveur central. Et ça permet de réduire la latence. OK? Donc, et vous devez avoir, c'est-à-dire vous allez mettre en place un ensemble de serveurs dans le cloud. Donc, ça va coûter cher. C'est pour ça des solutions Zoom ou Google Meet, c'est pas donné à tout le monde. Et bien sûr, il y aura une adaptativité avancée à la bande passante. C'est-à-dire, si le serveur remarque que vous avez une bande passante réduite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va friser la vidéo. Il va pas vous envoyer la vidéo. Il va juste envoyer de l'audio où il va trouver une solution par rapport à l'image que vous regardez. C'est-à-dire que si vous regardez un intervenant particulier, il va vous envoyer que le flux de cet intervenant. Donc, il y a des aspects vraiment avancés pour optimiser la bande passante. Donc, c'est pas aussi simple. Et là, vous devez gérer ça en programmation. Voilà. Donc, je termine ici. Et je sais, il y a beaucoup de points. Donc, j'essaie de survoler les points les plus importants. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais je vais essayer d'y répondre. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que c'est un sujet assez complexe. Et parce que je vois quelques startups qui commencent à s'intéresser à ça. Mais il faut savoir à quoi s'attendre. Il faut savoir que si En je... tout cas, merci beaucoup. Il y a eu plein de retours positifs. C'était vraiment intéressant. Merci. Je pense qu'on veut faire une application WebRTC, on utilise WebSocket ou non. Oui, tu dois utiliser WebSocket pour échanger les informations de session. C'est-à-dire que vous allez initialiser le flux. Après, au minimum, si vous faites une application sur Internet, vous devez garantir un serveur turn pour tout ce qui est problème NAT. Si vous pouvez trouver n'importe quel tuto, c'est ça le problème, c'est que les gens ils croient que c'est simple, donc ils vont prendre un tuto sur Internet, mais la plupart des tutos que vous allez voir sur Internet, ils concernent un exemple très simple, c'est un appel visioconférence d'une personne à une autre. Vous pouvez pas faire un Google Meet avec, loin de là. Et ça mentionne pas comment on fait un serveur turn, comment on fait un serveur centralisé pour à la Google Meet. Donc, donc il y a des aspects que vous n'allez pas trouver de réponse. Vous devez explorer. Déjà commencer par des petits. Y a-t-il des livres? Honnêtement, euh, honnêtement, il n'y a pas vraiment un livre particulier. Je vais envoyer un exemple d'un livre qui apporte tout ce qui est réseau sur le navigateur. Je vais envoyer tout ce qui est, bon, voilà, high performance browser networking, something. Donc, tout ce qui est optimisation réseau j'ai envoyé c'est censé un livre gratuit. J'ai envoyé la partie WebRTC, mais il y a d'autres aspects, euh, intéressants. Mais rares, vous n'allez pas trouver. C'est ça ce que je reproche
Mais ça, ce que tu as envoyé, par exemple, Zakaria Belkadi, tu as envoyé un livre qui aborde que le peer-to-peer. OK? Si tu regardes ça. C'est pour ça que je vous dis, c'est simple de faire un livre sur ça. Si vous parlez de peer-to-peer. Mais c'est difficile de trouver. Il y a quelques personnes qui font, vous pouvez, c'est-à-dire chercher pour Mediasoap ou Jitsi pour faire des solutions à travers des configs. Mais honnêtement, si vous voulez vraiment maîtriser, vous devez maîtriser les protocoles sous-jacents. Vous devez comprendre ce qui se passe au niveau réseau. Parfois, on a des bugs. Il faut voir ça d'un point de vue réseau. C'est ce que je trouve le plus intéressant dans cette histoire de WebRTC. Vous avez un aspect programmation. C'est ça que j'apprécie vraiment. Et un aspect réseau. C'est-à-dire, c'est plus une programmation réseau. Les solutions que vous nous avez données, il suffit de déployer des API. Ça dépend. Donc, il y a certaines solutions qui sont très simples. Vous allez configurer. Il y en a d'autres que vous allez programmer. Par exemple, Mediasoap, vous allez programmer. Ils offrent un API sur C ou C++ et un autre sur Node.js. J'essaie encore de le maîtriser. Par exemple, pour la solution que je vous ai montrée avec la startup norvégienne, avec ma petite maîtrise des protocoles, j'ai réussi à trouver une solution bidouille, on va dire, simple avec Chromium en serveur. C'est comme déployer un navigateur web, mais sur serveur, et qui va gérer le WebRTC, mais ça a fonctionné très, très bien. Mais c'est pas un truc que vous allez utiliser à large échelle. C'est pour ça que je vous ai montré les solutions. Leur serveur est source code, oui, bien sûr. Et pour self-hosting. Donc, vous pouvez faire du Jitsi et passer par Jitsi. Je ne suis pas sûr par la partie JavaScript. Est-ce que c'est simple? Est-ce qu'il y a un API ou là, il y a, est-ce que c'est des pages, c'est-à-dire c'est des pages dédiées sur Jitsi ou vous devez, je suis pas sûr par rapport à ça. Il y a Jitsi aussi, je sais que ils offrent Cloud. Il y a Twilio. Je vais mettre le lien. Ils sont plus dans la téléphonie, mais ils offrent un aspect Twilio. Voilà. Bien sûr, il y a des solutions, mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. C'est un investissement. Ces solutions cloud. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et le mieux, c'est d'avoir des serveurs en Algérie pour réduire la latence, ça serait bien d'offrir des solutions en Algérie. Il y avait quelques providers, mais ils ne sont pas, maintenant, ils ne sont pas, je pense, ils ne sont pas très actifs. Mais c'est intéressant de développer ces solutions en Algérie. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'essaie de résumer un peu les problématiques et ce qu'il faut. Donc, je conseille de faire des exemples simples avec des tutos et d'explorer ce qui se passe, on va dire, en bas niveau. Comprendre le SDP, comprendre ce qui s'échange, s'il y a des bugs, pourquoi ça se passe, etc. Donc, il faut maîtriser un aspect réseau en profondeur et maîtriser, bien sûr, la programmation qui est aussi complexe parce que, comme j'ai dit, on doit s'adapter aux intervenants, aux coupures qui peuvent se passer. Il y a pas mal de choses. Donc, par exemple, si vous n'avez pas maintenant, par exemple, on est connecté maintenant, OK? Maintenant, si je coupe mon câble Ethernet, qu'est-ce qui se passe? OK? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le serveur ne reçoit plus mon flux et il doit comprendre automatiquement que je suis connecté. Euh, à, C'est-à-dire à partir d'un certain moment. Parce que on peut, euh, on va dire, on peut tolérer certaines coupures. C'est pour ça, ça utilise le UDP, mais il faut automatiquement c'est-à-dire détecter les déconnexions et alerter tous les intervenants pour dire que cette personne s'est déconnectée. Donc, il y a plusieurs aspects à programmer. C'est pour ça que c'est complexe.
Other topics, Inch'Allah. Ce que j'essaie de faire toujours, c'est vraiment de préparer des nouveaux sujets. C'est-à-dire, parfois, on va dire, j'ai acquis quelques connaissances et je vais en profiter. On va dire, bon, voilà, il y a un événement, je vais dire, ah, ça, c'est un sujet que je n'ai pas abordé. Je vais essayer d'en profiter. Et après, de garder un peu l'enregistrement pour donner à d'autres personnes. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, s'il y a des choses, je vais essayer. Il y a le sujet de l'IoT. Il y a certains d'entre vous, en tant qu'étudiants, il y a des aspects que je n'ai pas encore fait de présentation. Donc, il y a pas mal de sujets qu'on peut aborder. Par exemple, IoT, BLE, LoRa, tout ce qu'on a fait, il y a certains d'entre vous. Il y a l'aspect, ce qu'on a fait, il y a un aspect que je n'ai pas abordé pour comment ça fonctionne, il y a le protocole. Ici, j'ai mentionné RTMP, mais comment ça fonctionne pour les caméras, le RTCP, comment on récupère le flux, etc. Donc, il y a pas mal de sujets qu'on peut aborder, comme tout ce qui est réseau. Voilà. 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 Je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, ça c'est un résumé. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour de rien. Inch'Allah, cette présentation, elle va perdurer. Parce que je vais l'apprendre. Parce que parfois, on me pose la question. J'ai des startups qui me posent la question comment on fait, etc. À chaque fois, on va dire ça donne lieu à un meeting ou à une discussion. Et ça ne devient pas productif à chaque fois de répéter les mêmes choses. Donc, je préfère faire une présentation et après la mettre la référencer sur la chaîne YouTube. Il y a une possibilité que ça soit dans une de mes playlists et ça va faire bénéficier d'autres personnes. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci. De rien. Il n'y a pas de problème. À bientôt, j'espère. Merci. Bonne soirée et bon week-end. Bonne soirée. Merci. Salam.